Lorraine Dickason est une femme de 40 ans venant d'emménager avec sa famille dans un nouveau pays, la Nouvelle-Zélande. Cet emménagement était pour Lorraine la meilleure façon de prendre un nouveau départ dans sa vie. Elle souffrait en fait d'une grave dépression, de paranoïa et entretenait une relation difficile avec son rôle de mère. Mais malheureusement, cet emménagement a été bien différent de ce qu'elle espérait vraiment. Rapidement, la désillusion a été la plus totale et ça a entraîné Lorraine à commettre l'acte le plus effroyable qu'une mère puisse faire. Pour tout savoir sur la triste histoire de Lorraine Dickason et sa famille, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui parle d'un sujet très compliqué et c'est vrai qu'il y a plein d'avis différents sur cette histoire. Donc on va essayer d'un petit peu parler de tout ça. Ça va quand même être une longue vidéo, mais vous allez voir, elle est extrêmement intéressante, mais aussi très touchante et triste. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément, ça me soutient, ça me pousse à continuer. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui le feront. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Lorraine Ann Dickason est née en 1981 et a grandi avec ses parents Malcolm Foulkes et Wendy Foulkes en Afrique du Sud, dans la ville de Pretoria. Alors même si au niveau familial tout se passait bien dans sa vie, c'est vrai que Lorraine a eu une enfance assez difficile parce que à l'école, elle n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer, à se faire des amis et donc petite, elle n'était jamais invitée aux fêtes d'anniversaire ou aux soirées. Elle a toujours été vraiment seule et dans son coin, ce qui a été difficile à vivre pour elle. Ensuite, en grandissant, Lorraine est devenue une jeune femme très perfectionniste et toujours très organisée. Mais bon, elle était aussi anxieuse et avait toujours tendance à penser que les choses allaient sans aucun doute mal tourner à un moment donné. En fait, elle voyait toujours le verre un petit peu à moitié vide et elle était persuadée que rien ne pouvait jamais vraiment très bien se passer. Elle attendait toujours à ce que quelque chose bouleverse sa vie. Pour vous dire, depuis l'âge de 15 ans, Lorraine faisait en fait une dépression plus ou moins intense par moment et même en grandissant, elle n'arrivait pas vraiment à s'en défaire. Mais malgré tout, elle a toujours essayé de rester très concentrée sur ses études, c'était vraiment ça qui la faisait tenir et elle ne pensait pas à tout ce qu'il y avait autour, simplement à étudier. Il faut quand même se dire que Lorraine, dès son plus jeune âge, on a vu que c'était une personne très intelligente et à l'école secondaire, tout s'est toujours très bien passé pour elle. Et d'ailleurs, à 18 ans, eh bien, elle a eu son diplôme. Après ça, elle a alors décidé de poursuivre des études afin de devenir médecin généraliste. À l'université, elle a alors rencontré un certain Graham Dickason qui lui était chirurgien orthopédiste. Ils sont vite tombés amoureux et en 2006, alors que Lorraine était âgée de 25 ans, les deux ont décidé de se marier. Rapidement après leur mariage, Lorraine et Graham ont vraiment eu envie de fonder une famille et donc d'avoir des enfants ensemble. Ils vont alors essayer pendant quelques temps, mais malheureusement, Lorraine n'arrivait pas à tomber enceinte et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait quand même de très gros problèmes de fertilité. Elle a alors commencé à recevoir des traitements pour la fertilité, mais a également fait 17 FIV, donc des fécondations in vitro, pour essayer d'avoir un enfant. Et puis finalement, en 2013, alors que Lorraine avait maintenant 32 ans, elle va enfin tomber enceinte. C'était vraiment une super nouvelle pour le couple qui se réjouissait vraiment d'accueillir ce bébé dans leur vie. Mais voilà, à seulement 22 semaines de grossesse, donc à peine 6 mois de grossesse, Lorraine va accoucher de son bébé qui va quand même être très prématuré. Il s'agissait d'une petite fille que le couple va appeler Sarah, mais malheureusement, elle ne va pas survivre et elle va décéder à l'hôpital. Donc là, je pense qu'on peut vraiment imaginer à quel point Lorraine et son mari Graham ont été dévastés par tout ça. Ils pensaient enfin pouvoir avoir un enfant, mais là, tout s'est très mal passé et ça a été un vrai traumatisme pour eux. Mais bon, même après ça, Lorraine avait toujours cette profonde envie d'avoir un bébé. Son mari l'a d'ailleurs énormément soutenue psychologiquement et l'année après, ils ont alors décidé de réessayer. Lorraine va refaire d'autres tentatives de FIV et finalement, elle est retombée enceinte. En septembre 2014, elle va alors accoucher d'une petite fille que le couple va appeler Liane. Par contre, même si Liane était un bébé en bonne santé, Lorraine va vraiment avoir du mal à vivre l'arrivée de sa fille et a souffert en fait d'une très grosse dépression postpartum.
Je pense que c'est lié à tout son passé, tout ce qu'elle a fait pour essayer d'avoir un enfant, le fait que sa précédente fille est décédée à l'hôpital. Mais là, une fois que Liane était arrivée, que son bébé était là, elle a vraiment eu du mal à lier un lien avec elle directement et elle avait aussi beaucoup de mal à gérer tout ce qu'une mère doit en fait gérer. Pour l'aider, Lorraine a alors décidé d'engager une nounou qui s'appelle Maria Mendy Sibagnoni. Et c'est vrai que Maria va vraiment être un pilier pour la famille parce qu'elle va vraiment très bien s'occuper de Liane. Je pense aussi que la présence de Maria a aidé Lorraine à essayer de créer un lien avec son bébé, à essayer de vivre des moments chouettes avec elle et petit à petit, elle a réussi à venir à bout de sa dépression postpartum. Et donc quand tout ça a été fini, enfin la famille a réussi à vivre heureuse. En 2018, Liane avait alors 4 ans et Lorraine et son mari Graham ont commencé à envisager le fait d'avoir peut-être un autre enfant. À ce moment-là, Lorraine avait 37 ans mais elle s'est pas laissée démoraliser, elle a continué à faire des FIV et là, ça a marché, elle va de nouveau retomber enceinte. Pour vous dire, la FIV a vraiment bien marché parce que cette fois-ci, Lorraine va tomber enceinte de 2 jumelles. C'est comme ça qu'en novembre 2014, elle a donné naissance à ces 2 nouvelles filles qu'elle va appeler Maya et Carla. Mais donc à partir de là, Lorraine avait 3 enfants à gérer à la maison et c'est vrai qu'elle n'arrivait plus vraiment à gérer le rôle de mère et son travail en même temps. Donc à l'arrivée des jumelles, elle a décidé d'abandonner son cabinet de médecin généraliste et de se consacrer à plein temps à son rôle de mère. C'était pour elle quelque chose d'important, elle voulait être une mère présente et elle voulait plus que tout arriver à créer ce lien avec ses filles, un lien qu'elle avait difficile justement à créer. Elle était évidemment toujours aidée par Maria, sa nounou, qui là encore va vraiment donner aux enfants énormément d'amour. Mais voilà, à l'arrivée de ces 2 nouvelles filles, encore une fois, Lorraine va souffrir d'un syndrome de dépression postpartum. Elle avait vraiment du mal à communiquer avec ses filles et elle dira même plus tard qu'elle n'avait jamais réussi à créer cet amour maternel inné selon ce que disent les autres mamans, les autres mères. Et elle se sentait vraiment mal par rapport à ça parce que pour elle, c'était un travail d'arriver à être une mère, d'arriver à avoir ce lien avec son enfant. C'était pas venu comme ça après l'accouchement. Par contre, d'ores et déjà, je tiens quand même à vous faire une parenthèse pour vous dire que cet amour maternel n'est pas toujours inné et c'est ok, parfois il met du temps à arriver. C'est pas toujours aussi facile qu'on ne le pense et encore une fois, c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise mère ou quoi que ce soit. Et puis ici, je vous parle aussi de l'histoire de Lorraine qui est une histoire singulière. Ça ne veut pas dire que toutes les mères qui ont du mal dans un premier temps à créer ce lien avec un enfant vont finir comme Lorraine et ses filles dans cette histoire. Pas du tout, c'est une histoire singulière à Lorraine et je tiens vraiment à le préciser. Mais donc, Lorraine dira elle souvent qu'elle aimait ses filles, elle les aimait vraiment, mais c'est vrai qu'elle trouvait la parentalité extrêmement difficile. Et puis en 2019, lorsque les jumelles avaient 1 an, Lorraine et Graham, donc son mari, ont commencé à parler de déménager. En fait, le climat politique en Afrique du Sud était devenu assez anxiogène, il y avait de plus en plus de crimes violents et Lorraine était elle de plus en plus anxieuse et même paranoïaque face à tout ça. Elle disait très souvent qu'elle ne voulait pas de cette vie-là pour ses filles et que pour être sûre qu'elles aient un avenir meilleur, il fallait que toute la famille déménage et quitte l'Afrique du Sud. Graham a alors écouté sa femme, il voulait vraiment qu'elle se sente bien et il a commencé à chercher un nouveau travail dans un autre pays. Et finalement, il a réussi à décrocher un travail en tant que chirurgien orthopédiste en Nouvelle-Zélande dans la ville de Timaru. Suite à cette nouvelle, la famille a donc pris la décision d'immigrer en Nouvelle-Zélande pour un tout nouveau départ. Lorraine avait alors vraiment hâte et une de ses amies se rappelle même qu'elle avait parlé avec Lorraine et qu'elle lui avait dit que dès qu'elle pensait à cet emménagement, elle se mettait à trembler d'excitation tellement elle avait hâte. Par contre, il faut savoir qu'à ce moment-là, Lorraine était sous antidépresseurs et sous anxiolytiques comme elle l'avait été pendant une très grande partie de sa vie. Mais voilà, elle avait vraiment une peur bleue, c'était que son état mental ait une répercussion négative sur sa demande de visa et qu'à cause de ça, on lui refuse l'immigration. Donc pour ne pas que ça arrive, elle a alors pris une très mauvaise décision, c'était de diminuer de beaucoup quand même ses doses de médicaments pour être sûre que ça ne change rien à sa demande. Son but c'était vraiment de montrer qu'elle allait bien, qu'elle n'avait pas de troubles ou de maladies mentales, qu'elle ne prenait pas vraiment de médicaments et que donc elle était totalement enclin à emménager, à immigrer dans un autre pays, sauf que c'était faux. Elle souffrait depuis longtemps et elle avait besoin de ces médicaments. Mais bon, tout semblait se dérouler bien et dans un premier temps,
bien, les choses semblaient se passer normalement, de manière assez positive en fait. Lorraine a d'ailleurs déclaré à ses proches qu'elle se sentait plus heureuse que jamais elle l'avait été depuis au moins 10 ans. Son mari dira même qu'il la trouvait vraiment optimiste et qu'elle s'était même mise à faire du crossfit. Elle avait également revu ses habitudes alimentaires et clairement, il voyait que sa santé, son image corporelle s'améliorait beaucoup. Mais voilà, à ce moment-là, on est en fin 2019, début 2020, je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est le début de la crise du Covid-19. Et avec ça, malheureusement, la santé mentale de Lorraine va totalement s'effondrer. En fait, le départ en Nouvelle-Zélande était censé être pour bientôt, mais l'arrivée du Covid va entraîner le confinement et donc la date du déménagement va vraiment être fort retardée. À ce moment-là, le monde entier était dans une situation vraiment instable et donc Lorraine ne savait pas du tout quand est-ce qu'elle allait bien pouvoir partir et prendre ce nouveau départ avec sa famille. On peut alors clairement imaginer qu'à cause du confinement, sa santé mentale n'a fait que décliner, surtout qu'elle ne prenait même plus ses doses habituelles de médicaments. Elle confiera d'ailleurs à pas mal de ses proches qu'elle avait cette impression d'être dans un temps de guerre. Elle dirait aussi que malgré tout, elle essayait vraiment de s'occuper des enfants à la maison, mais qu'avec tout ça, elle se sentait un petit peu abandonnée par Graham, son mari, qui lui pouvait encore se rendre à son travail vu qu'il travaillait dans un hôpital. Elle était donc seule en permanence à la maison avec ses enfants. Elle ne voyait donc plus personne du monde extérieur et vraiment sa santé mentale déclinait de jour en jour. En fait, avant, si elle arrivait à tenir, c'était grâce à ce projet d'immigration, à cette chance de prendre un nouveau départ avec sa famille. Mais là, tout s'effondrait et donc elle n'avait plus rien à quoi se raccrocher, plus rien qui la motivait à se réveiller le matin. On se rappelle qu'elle se sentait mal en Afrique du Sud, c'était un endroit très anxiogène, elle avait peur pour ses filles et elle se disait que si elle n'était pas capable de les emmener vers un pays meilleur où elles auraient un meilleur avenir, elle était une mauvaise mère, elle savait plus comment s'occuper d'elle et donc tout simplement, elle se frustrait et elle n'arrivait plus à avancer. D'ailleurs, au mois de juin 2021, Lorraine va dire à une de ses amies qu'elle se sentait finie émotionnellement parlant. Elle dira qu'elle passait ses journées à pleurer et que toute sa vie était juste nulle et ratée. Elle dira aussi que très souvent, elle ressentait le besoin vraiment intense de s'automutiler, mais qu'elle ne le faisait pas. Le mois d'après, l'Afrique du Sud a connu un grand moment de violence suite à l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma. Et après ça, il y a eu pas mal d'émeutes, de pillages, et puis même il y avait une tension vraiment palpable dans le pays. Vraiment, on aurait dit que tout était mis en œuvre dans la vie de Lorraine pour qu'elle sombre encore et encore un peu plus. Elle a même fini par devenir de plus en plus paranoïaque et a même insisté auprès de son mari pour dormir avec un fusil 9 mm. D'ailleurs, elle dira plus tard que cette décision de dormir avec un fusil a vraiment marqué un tournant dans sa vie et qu'après ça, elle s'était plus jamais sentie normale. Mais finalement est venu le mois d'août 2021 et Lorraine et Graham vont enfin recevoir des nouvelles de l'immigration. On va alors leur annoncer que leur départ était prévu pour dans quelques semaines. Enfin, ils allaient pouvoir déménager et ça, c'était quand même une merveilleuse nouvelle. Mais malheureusement, je pense qu'il était déjà trop tard pour Lorraine. Son état mental était déjà trop impacté par tout ce qui s'était passé et donc elle arrivait vraiment plus à se réjouir. Alors oui, enfin, son projet se concrétisait. Elle allait enfin pouvoir partir, mais avec tout ce qui lui était arrivé, tout ce qui était arrivé dans le monde, elle se disait que sans doute quelque chose allait encore lui tomber dessus, que tout n'allait pas bien se passer. Et en fait, elle avait plus du tout confiance en la vie, tout simplement. Aussi, à la même période, Lorraine va confier à son mari qu'elle souffrait de pensées intrusives. Alors, il faut savoir que les pensées intrusives, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Je vais vous donner un bête exemple, mais je suis sûre que certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Parfois, quelqu'un peut attendre le train ou attendre le métro ou le tram avec les rails juste devant et dans la tête de cette personne, une pensée peut venir le traverser et se dire « Tiens, et si je sautais sur les rails là maintenant ?» Évidemment, ça ne veut pas dire que la personne est suicidaire ou dépressive, c'est juste une pensée qui survient, qui arrive sans qu'on l'ait vraiment demandé et qui représente une réelle intrusion dans le cerveau. Je sais que même moi, ça m'arrive parfois pour des bêtes trucs de la vie de tous les jours, mais parfois quand je suis sur mon balcon et que je regarde en bas, j'ai peur de sauter. Je sais que je ne vais pas sauter, mais j'ai peur de sauter. Parce que j'ai peur que mon corps le fasse, j'ai peur que mon cerveau se dise « Ah tiens, je vais sauter ». C'est un truc intrusif qui vient en moi, même si à aucun moment j'ai envie de sauter.
Ça peut paraître bizarre pour les gens qui n'ont jamais eu ce genre de choses qui leur est arrivé, mais je pense que ça arrive vraiment à pas mal de gens et que pas mal de gens peuvent se retrouver là-dedans. Par exemple, il y a aussi pas mal de mères qui disent avoir souvent imaginé secouer leur bébé ou même leur faire d'autres choses. Ça arrive et ce sont des pensées intrusives, mais très souvent, eh bien, les mères n'osent pas en parler parce qu'elles se disent « jamais je pourrais faire ça à mon enfant, je ne comprends pas pourquoi c'est venu dans ma tête et si je le dis, on va penser que je suis folle ». Si jamais le sujet vous intéresse, il y a vraiment un super épisode de l'émission Ça commence aujourd'hui qui en parle très très bien et je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ces pensées intrusives, eh bien, on ne les contrôle pas, ça peut arriver comme ça et ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Et souvent, d'ailleurs, 99% du temps, eh bien, les personnes qui ont des pensées intrusives ne passent jamais à l'action. Mais donc, pour en revenir à Lorraine, elle va expliquer souffrir de ce genre de pensées intrusives. Elle dira qu'elle se voyait parfois en train de donner des somnifères à ses enfants, ou bien lorsqu'elle leur donnait le bain, elle s'imaginait en train de les noyer, ou à d'autres moments, eh bien, elle se voyait en train de leur ouvrir l'artère fémorale. C'était vraiment pas quelque chose de facile d'en parler pour elle, mais elle a décidé de se confier à son mari Graham, qui a évidemment été assez inquiet, mais quand même, il a décidé de rassurer sa femme. Il lui a dit qu'il savait qu'elle allait pas bien, que ça se voyait, mais qu'elle devait tenir encore quelques semaines et qu'ensuite, ils allaient enfin prendre leur nouveau départ en Nouvelle-Zélande. Il lui dira aussi que tout ça serait derrière elle une fois qu'ils auraient déménagé. Lorraine va alors vraiment s'accrocher à ces mots et elle va tenir le coup jusqu'au jour J de l'immigration. C'était le 26 août 2021. Toute la famille a alors pris l'avion et ils ont atterri en Nouvelle-Zélande. Par contre, avant d'intégrer leur nouvelle maison, eh bien, ils ont dû passer 2 semaines dans un hôtel dans la ville de Auckland. C'était à ce moment-là les normes en vigueur pour le Covid-19, donc ils devaient avoir une période de confinement. La famille est alors restée 2 semaines à Auckland dans l'hôtel et vraiment ces 2 semaines ont été horrible, mais vraiment horrible pour Lorraine. Elle a d'ailleurs décrit ce moment comme étant l'enfer sur Terre. Mais bon, elle va réussir à venir à bout de ces 2 semaines et enfin, le 11 septembre, toute la famille va emménager dans leur maison de location qui leur avait été trouvée par le nouveau travail de Graham. Il allait en fait travailler dans l'hôpital public et donc le conseil de santé du district de Timaru leur avait trouvé une maison qui se situait vraiment juste à côté de l'hôpital. Malheureusement, tout ça, cet emménagement n'a pas semblé rassurer Lorraine et sa santé mentale n'a fait que sombrer de plus en plus. Elle trouvait la ville trop petite, la maison un peu trop modeste, mais aussi très froide et déprimante. En fait, leur nouvelle maison était très différente de celle qu'ils avaient en Afrique du Sud et elle en venait même à regretter du coup son ancienne maison. En plus de ça, Lorraine avait du mal avec ses nouveaux voisins, elle n'arrivait pas vraiment à leur parler et en règle générale, elle trouvait les Néo-Zélandais assez froids et pas très sympathiques. Et là, elle a réalisé quelque chose d'horrible. En fait, elle a réalisé que ce nouveau départ qui était censé être la chose qui allait régler tous les problèmes qu'elle avait dans sa vie, eh bien en fait ça semblait au final être une très mauvaise idée. Elle réalisait petit à petit qu'elle avait fait une très grosse erreur et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dites-vous bien que ça devait être horrible à vivre pour elle, sa vie avant était atroce, elle pensait pour une fois que quelque chose de bien allait lui arriver et ça ne lui arrive pas. Et elle se rend compte qu'avant elle était encore plus heureuse, donc vraiment elle avait l'impression cette fois-ci d'avoir totalement touché le fond, elle ne savait plus comment sortir de cette situation. En parallèle, Graham, donc son mari, a immédiatement commencé à travailler à l'hôpital et il travaillait souvent tard alors que Lorraine, elle, se sentait complètement isolée dans sa maison et passait donc ses journées à simplement s'occuper de ses 3 filles. À ce moment-là, Liane avait 6 ans et les jumelles Maya et Carla en avaient 2. Lorraine, qui elle avait 42 ans, avait en fait l'impression de vivre en prison et que la seule chose qui la définissait maintenant était simplement son rôle de mère. En fait, elle se sentait juste enchaînée à cette vie qu'elle n'aimait plus et elle ne savait plus du tout comment en sortir. Mais voilà, le 16 septembre, donc quelques jours seulement après que la famille soit arrivée à Timaru, tout va changer et un véritable cauchemar va commencer. Plongeons-nous alors dans la journée du jeudi 16 septembre 2021. Cette journée-là a commencé comme toutes les autres. Toute la famille s'est réveillée ensemble et ils ont déjeuné tous les 5. Après ça, Graham est parti travailler à l'hôpital et donc Lorraine est restée seule avec ses enfants. Plus tard dans la journée, il a ensuite emmené les filles au parc et puis elle est rentrée à la maison et a commencé à préparer le souper. Graham, de son côté, avait prévu de ne pas manger avec sa famille parce qu'il avait prévu une soirée avec ses collègues et donc Lorraine savait qu'elle allait manger seule avec ses 3 filles. Le soir est à leur arrivée et les filles étaient vraiment très dissipées et jetaient des objets un peu partout et puis elles sautaient sur les meubles et Lorraine, elle n'en pouvait plus et a ressenti un réel besoin de s'en aller et de s'échapper de cette maison qui semblait donc être
être une prison. En fait, à ce moment-là, elle s'est dit, je dois partir parce que sinon je ne vais pas tenir. Elle sentait vraiment que son corps allait la lâcher. Dans son état de détresse vraiment intense, elle a alors été jusqu'à son garage et là, elle a pris des attaches pour les câbles que son mari venait justement d'acheter. Une fois qu'elle a eu les attaches en main, elle en a lié plusieurs entre elles et elle est retournée dans sa maison sans qu'elle se rende compte de rien, sans qu'elle comprenne ce qu'elle était en train de faire. Elle est entrée dans la chambre de chacune de ses filles et les a l'une après l'autre assassinées. Elle les a en fait chacune étranglée avec les attaches câbles. À ce moment-là, elle était dans un état de dissociation totale. Elle ne se rendait absolument pas compte de ce qui était vraiment en train de se passer. Mais voilà, une à une, elle a tué chacune de ses filles. On saura d'ailleurs que lorsque les attaches ne fonctionnaient pas assez bien pour les étrangler et étouffer complètement, eh bien, elle se servait de leur couverture pour terminer le travail. Cette dissociation, elle a semblé durer plusieurs heures où elle ne se rendait pas vraiment compte de ce qu'elle avait fait. Et puis, quand tard dans la nuit, Lorraine a commencé à se rendre compte de la situation, eh bien, ça a été insupportable pour elle. Alors, elle a été chercher tous ses médicaments et les a tous pris dans le but de mettre fin à ses jours. Plus tard dans la nuit, Graham, son mari, est alors rentré à la maison et c'est là qu'il a découvert toute sa famille inanimée et donc il a immédiatement appelé les secours. Lorsque les médecins arriveront, ils déclareront les 3 jeunes filles comme décédées et très rapidement d'ailleurs, ils détermineront qu'elles avaient été assassinées, qu'elles avaient été étranglées ou étouffées. Pour ce qui est de Lorraine, lorsque les secours sont arrivés, eh bien, elle était inconsciente mais respirait toujours. Elle a alors été emmenée à l'hôpital et sur place, elle a été sauvée par les médecins. Lorsqu'elle a été totalement remise, elle a donc dû parler aux policiers et évidemment, elle a été accusée du meurtre de ses 3 filles. Lorraine n'a pas vraiment pu nier les faits, par contre, sa défense sera réellement construite sur ses problèmes de santé mentale. Son geste a évidemment choqué tout le pays et une question que tout le monde se posera, c'est comment une mère pouvait-elle en arriver à tuer chacun de ses enfants? Ça a vraiment été la question principale et la suite de cette vidéo va viser à y répondre. Dans un premier temps, Lorraine va alors parler à des psychiatres et d'ores et déjà une chose assez importante va en ressortir. Alors comme on sait déjà, au moment des meurtres, Lorraine se sentait dépressive, paranoïaque et n'avait plus du tout confiance au monde qui l'entourait ou même à la vie. Elle était en fait persuadée que elle et sa famille se dirigeaient droit dans le mur. Alors, selon ces psychiatres, le fait d'enlever la vie à ses 3 filles aurait pu être motivé par un acte d'amour en fait. Comme si une partie de Lorraine avait pris le dessus et leur avait enlevé la vie dans le but de les protéger de toute la souffrance qu'elles pourraient ressentir en étant vivantes. Je sais que c'est très compliqué de parler d'un acte d'amour ici parce qu'on parle de meurtre en fait. Aucun meurtre n'est un acte d'amour, mais on essaie de comprendre ici ce qui a pu se passer dans sa tête, comment elle a pu voir les choses de son point de vue à elle. Je tiens quand même à vous le préciser pour que vous gardiez bien ça à l'esprit. Une chose quand même ici qu'on peut déterminer, c'est que Lorraine en soi n'était pas une femme méchante, assoiffée de sang, ne ressentant aucun amour pour ses filles. C'était vraiment très loin d'être le cas et c'est d'ailleurs ce qui rend toute cette affaire aussi difficile. Néanmoins, en attendant le procès, eh bien, l'accusation va aussi travailler sur son plaidoyer et de leur côté, ils vont en fait accuser Lorraine d'avoir commis cet acte à cause d'un ressentiment envers ses enfants, un besoin de reprendre le contrôle sur eux. L'accusation dirait également que ce qui aurait pu motiver Lorraine à passer à l'acte ce soir-là était que ses filles étaient extrêmement dissipées et que pour les arrêter, elle aurait donc décidé de les tuer. Donc voilà, d'un côté on a l'accusation qui pense que tout ça est un pétage de câble à cause du fait qu'elle ne pouvait plus endosser son rôle de mère, et puis d'un autre côté on a la défense qui explique qu'à cause des maladies et des troubles mentaux de Lorraine, eh bien elle a cru que le meilleur pour ses filles était de ne plus vivre sur cette planète. Bon, personnellement je pense vraiment que les choses ne sont pas blanches ou noires, et que sans doute il y a dû avoir un mélange un petit peu de tout ça. Mais bon, évidemment au procès, tout l'état mental de Lorraine et toutes les raisons possibles qui l'ont poussée à commettre ces meurtres vont être évoquées et décortiquées. Mais avant ça, Lorraine va encore être vue par divers spécialistes et elle dira d'ailleurs qu'elle savait que ce qu'elle avait fait était mal et donc on saura qu'elle était capable de discerner le bien du mal. Mais bon, encore une fois, les choses sont bien plus complexes et ça ne veut pas dire que parce que en interrogatoire avec des spécialistes, elle disait connaître la différence entre le bien et le mal, qu'au moment des meurtres, en pleine phase de dissociation, de paranoïa ou d'autres choses encore, elle était au courant du bien ou du mal et qu'elle était au courant de ce qu'elle faisait. Ça, malheureusement, on ne sait pas.
Par contre, une chose est sûre, c'est qu'à ce moment-là, au moment du meurtre, Lorraine était dans une détresse totale. Il y avait sa maladie mentale, sa dépression postpartum, le sentiment d'échec en tant que mère, l'isolement, le stress d'immigrer dans un nouveau pays. Et tous ces sentiments ont donc dû rentrer en collision à un moment donné et sont sans doute quelque part à l'origine des choses atroces qu'elle a fait. Sincèrement, Lorraine n'avait jamais donné l'impression auparavant à personne qu'elle aurait pu faire du mal à ses enfants ou à personne d'autre d'ailleurs. Ce qu'elle avait fait semblait vraiment être un acte isolé et désespéré. Il faut aussi se rappeler d'une chose dans cette histoire, c'est que Lorraine avait toujours voulu être mère avant qu'elle tombe enceinte. Elle avait d'ailleurs dû endurer 17 FIV pour ça, ce qui est très dur autant pour l'esprit que pour le corps. Malgré la perte de son premier enfant, elle avait continué d'essayer parce que depuis toujours, elle avait vraiment ce besoin et ce rêve d'être mère. Donc quand on sait tout ça, quand on sait tout ce qu'elle a dû endurer pour devenir maman, pour réaliser son rêve d'être mère, ça rend son acte encore plus choquant et incompréhensible. Mais je pense aussi que dans tout ce qu'elle a dû endurer pour ça, eh bien, il y a des éléments de réponse qui aident à expliquer ce qu'elle a fait. Mais bon, les choses vont quand même se préciser un petit peu et vont devenir un petit peu moins vastes au mois de juillet 2022, lorsque le procès de Lorraine s'est enfin ouvert devant la Haute Cour de Nouvelle-Zélande. Et à ce moment-là, pendant le procès, autant la défense que l'accusation vont amener des preuves et des indices vraiment troublants. Déjà, je vous précise qu'au procès, il n'était pas vraiment question de savoir si oui ou non Lorraine avait tué ses 3 filles. En fait, elle avait déjà avoué les meurtres, donc ce n'était pas vraiment la question ici. En fait, le procès était là pour déterminer l'état mental dans lequel Lorraine se trouvait le soir de la nuit fatale et si elle répondait ou non aux critères légaux de la folie. En fait, ici, si Lorraine était déclarée comme folle, eh bien, elle éviterait la prison et irait donc dans un hôpital psychiatrique. Mais si le jury et le juge ne reconnaissaient pas justement cette folie, eh bien, elle irait tout droit en prison. Alors, la première semaine de procès s'est concentrée sur la nuit des meurtres et a vraiment détaillé tout ce qui s'était passé dans les moindres détails. Les policiers qui avaient été appelés sur la scène de crime ont donc été appelés à témoigner et ils raconteront l'horreur atroce à laquelle ils avaient été confrontés lorsqu'ils étaient entrés dans la chambre des 3 petites filles. Ils raconteront d'ailleurs ce moment horrible où ils avaient retrouvé leurs 3 petits corps sans vie allongés dans leur lit. Là, le témoignage des policiers a vraiment été extrêmement touchant, très dur à écouter aussi et a ému toute la salle d'audience. D'ailleurs, l'accusation a profité de cette émotion pour ensuite faire écouter à toute la salle le témoignage que Lorraine avait donné le lendemain de ces meurtres. En fait, si d'un côté les policiers avaient livré un discours très émotif et même poignant, eh bien sur l'enregistrement de Lorraine, on pouvait entendre une femme raconter aux enquêteurs ce qu'elle avait fait à sa fille dans un calme presque glaçant. Cette différence entre les 2 témoignages a servi à l'accusation pour dire que Lorraine ne regrettait peut-être pas ce qu'elle avait fait, vu qu'elle avait l'air très froide en racontant ses meurtres. Mais évidemment, c'est quand même très discutable et la défense rappellera d'ailleurs que rien ne dit qu'à ce moment-là, Lorraine n'était pas encore dans un état de dissociation, surtout que, je le rappelle, elle venait de subir une overdose. Mais bon, après ça, encore une fois, en termes de comparaison, l'accusation va faire cette fois écouter l'entretien que Graham, donc le mari de Lorraine, avait livré aux enquêteurs juste après les meurtres. Dans cet enregistrement, eh bien, on pouvait entendre dans la voix de Graham qu'il était totalement dévasté par ce qui se passait là dans sa vie. Et donc, encore une fois, ça faisait une grande différence entre son entretien à lui et celui de Lorraine, sa femme. Pour vous parler un peu plus de cet entretien que Graham avait eu juste après les meurtres, on pouvait vraiment entendre qu'il était dans l'incompréhension totale, comme s'il avait encore du mal à réaliser que ses 3 filles étaient décédées, alors que c'était lui-même qui avait fait la découverte des corps. Dans cet entretien, il va aussi expliquer aux enquêteurs la vision qu'avait sa femme sur la vie pour essayer peut-être d'expliquer son geste. Il dira par rapport à ça: Lorraine n'était pas dans une bonne période. Sa personnalité a toujours été de stresser à propos des choses, d'anticiper que les choses allaient aller mal et de s'en inquiéter avant qu'elles ne tournent mal. Je suis totalement à l'opposé. Je suis du genre à voir le verre à moitié plein et à attendre que les choses tournent mal. Je ne prévois pas de problème. Si quelque chose ne va pas, je règle le problème. Donc nous sommes différents sur ce point, mais je la comprends après avoir été mariée avec elle pendant 15 ans et je l'ai toujours soutenue. Par la suite, Graham a été appelé à la barre au tribunal et là encore, il va dire quelques mots à propos de sa femme et tout ce qui s'est passé.
Il a alors réellement appuyé le fait que Lorraine avait de gros antécédents de dépression et qu'au moment des meurtres, son état semblait s'empirer de plus en plus. Il a également dit qu'elle avait toujours été une mère attentionnée et qu'avant le drame, il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse nuire à ses enfants. Le procès a continué et les parents de Lorraine ont eux aussi pris la parole au tribunal et ont parlé du grand combat que tenait Lorraine depuis son enfance contre ses troubles mentaux. Certains amis de Lorraine vont également être appelés à la barre et ils vont expliquer que au moment des faits, un petit peu avant les meurtres, Lorraine leur faisait vraiment peur parce qu'elle devenait de plus en plus étrange et même sur les réseaux sociaux, elle partageait et envoyait des messages qui montraient qu'elle était dans une très très grande paranoïa. Avec tous ces témoignages, le jury a clairement pu avoir le portrait d'une femme qui tenait à peine le coup et qui semblait s'être enfoncée de plus en plus loin dans ses troubles mentaux. Mais bon, ça c'était la première partie du procès. Mais la suite va être un peu plus compliquée. Là, l'accusation et la défense vont tous les deux faire venir des psychiatres qui vont vraiment avoir des points de vue très très différents sur la situation. En tout, 5 experts avaient évalué Lorraine avant le procès. Pour vous dire, ils ont passé plus de 50 heures d'entretien avec elle pour essayer d'évaluer au mieux son état mental avant, pendant et après les faits. Parmi ces 5 psychiatres, 3 d'entre eux étaient employés par la défense. Ces 3-là vont alors prendre la parole en premier et ils vont déclarer que Lorraine était selon eux légalement folle en raison d'une grave psychose générée notamment par sa dépression postpartum. Ces 3 psychiatres vont d'ailleurs expliquer que selon eux, Lorraine aimait ses filles. Et selon eux, le fait qu'elle les ait tuées était à ce moment-là un geste qui visait à les protéger. En fait, selon eux, c'était possible que Lorraine avait peur que ses filles vivent la même chose que ce qui lui était arrivé quand elle était petite. Pour rappel, je vous ai dit en début de vidéo que Lorraine n'avait pas eu une enfance très facile parce qu'elle n'avait jamais réussi à se faire des amis, elle n'avait jamais réussi à vraiment s'intégrer en Afrique du Sud et donc elle n'avait jamais été invitée à des fêtes d'anniversaire, à des fêtes tout court pendant son adolescence et elle s'était toujours sentie vraiment triste. Elle avait alors peur pour ses filles qu'elles vivent la même chose, qu'elles soient harcelées, rejetées et c'était quelque chose qu'elle ne voulait absolument pas pour elle. Avec ça, il semblerait, donc toujours du point de vue de ces 3 psychiatres, que Lorraine voulait retirer ses filles d'un monde qu'elle voyait comme extrêmement cruel. Cette vision qu'elle avait sur le monde qui l'entourait, c'est une vision qu'elle avait d'ailleurs depuis très longtemps, mais vraiment récemment, les choses ont semblé s'accentuer et se précipiter. Il y a ce truc où elle se disait qu'en Afrique du Sud, peut-être que ses filles pourraient revivre la même chose que ce qui lui est arrivé, et en arrivant en Nouvelle-Zélande, en voyant à quel point les gens étaient froids et fermés d'esprit, elle s'est dit que maintenant qu'elle avait pris cette mauvaise décision de déménager là-bas, peut-être que ses filles allaient même vivre pire que ce qui lui était arrivé. Donc ça aurait pu être quelque chose qu'elle n'aurait pas réussi à supporter. Mais bon, parlons à présent des 2 autres psychiatres qui, eux, ont été embauchés par l'accusation. Ils prendront également la parole et ils ne sembleront pas du tout d'accord avec les psychiatres de la défense. Alors oui, ils vont reconnaître que Lorraine semblait mentalement malade, mais ils diront que dans tous les cas, ce qu'elle avait fait était moralement et légalement répréhensible. Selon eux, Lorraine se serait remise de sa dépression postpartum il y a déjà des années et les meurtres qu'elle avait commis n'étaient motivés que par le ressentiment et la colère qu'elle avait envers ses enfants et non à cause de la paranoïa, de la dépression, des délires ou d'autres choses. Au final, après 4 semaines de procès, l'accusation a vraiment insisté sur le fait que Lorraine savait parfaitement ce qu'elle faisait et a alors demandé au jury de la déclarer coupable des meurtres. La défense, de son côté, a terminé par un grand plaidoyer qui affirmait que Lorraine était une mère aimante qui avait vécu une rupture mentale totale. D'ailleurs, son avocat va soutenir que si des soins psychiatriques appropriés lui avaient été apportés quand elle en avait besoin, peut-être que cette tragédie aurait pu être évitée. Finalement, nous allons arriver au 15 août 2022 et ce jour-là, le jury va délibérer pendant 15 heures. Au final, 11 sur 12 jurés ont fini par déclarer Lorraine coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre. Selon les jurés, malgré ses problèmes de santé mentale, Lorraine a compris le caractère moral de ses actes lorsqu'elle a tué ses filles. Elle savait que c'était mal, que c'était des meurtres et elle l'a fait quand même. Le procureur de la Couronne dira d'ailleurs: la Couronne affirme que la vérité est que même si la défendresse souffrait probablement d'un trouble dépressif majeur, elle savait ce qu'elle faisait avant, pendant et après. Elle a agi de manière méthodique et déterminée. Dans un cas comme celui-ci, il est naturel de chercher les raisons pour trouver un motif acceptable pour expliquer l'inexplicable. Mais la Couronne affirme que le motif était simple lorsqu'elle a craqué. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, elle était sous pression.
Le lendemain, lorsque le verdict a été rendu, Lorraine est restée de marbre et elle n'a pas pleuré alors que dans la salle, plusieurs personnes ont fondu en larmes. En rendant ce verdict, le juge a clairement dit que la maladie mentale ne pouvait pas justifier ses crimes et qu'elle méritait donc la peine de prison et non pas une autre peine. La condamnation aurait effectivement pu de l'obliger à fréquenter un hôpital psychiatrique à vie ou pendant plusieurs années, mais non, là le juge a bel et bien choisi la prison. La défense de son côté a été assez choquée que Lorraine soit reconnue coupable et que le juge et le jury aient pu être convaincus que les actes de Lorraine aient été motivés par une colère et non pas par une détresse extrême. Mais dans tous les cas, cette histoire a vraiment fait résonner beaucoup de choses dans le pays. Dans le pays, mais en fait dans le monde entier aussi. Il y a en fait des centaines et des centaines de cas comme celui-ci où des mères un peu partout dans le monde ont un jour craqué et assassiné leurs enfants. Ces mères sont souvent reconnues coupables de meurtre alors qu'en fait une question persiste toujours dans l'opinion publique. Est-ce que cela aurait pu être évité grâce à une meilleure intervention psychiatrique? C'est une question qui malheureusement reste en suspens aujourd'hui et qui n'a pas de réponse. Pour en venir à Graham Dickinson, donc le mari de Lorraine, il a d'ailleurs rédigé un communiqué en disant que même s'il avait réussi à pardonner sa femme, ce qui n'est pas le cas, il n'y aurait pas de gagnant dans cette tragédie. Pour lui, le fait qu'elle ait été reconnue coupable n'est pas du tout une victoire et d'ailleurs, il a refusé de continuer à faire quoi que ce soit en rapport avec cette histoire. Il a décidé de s'éloigner de tout ça, de partir de la Nouvelle-Zélande et de retourner vivre en Afrique du Sud. Pour ce qui est de Lorraine, eh bien, le verdict de sa condamnation sera donné le 19 décembre 2023, donc dans quelques jours seulement. Évidemment, je vous mettrai en barre de description ce qui a été décidé à ce moment-là, mais comme ça, vous pouvez vous tenir au courant de ce cas et voir bientôt à quoi est-ce qu'elle sera réellement condamnée. Après, dans plusieurs journaux qui se sont penchés sur cette histoire, il est estimé que sans doute elle recevra une peine de prison d'au moins 13 ans. Ici, même si le jury a reconnu Lorraine coupable, je pense pas qu'on puisse sincèrement donner une vraie réponse sur quel était le sentiment dominant qu'elle ressentait au moment des meurtres. Une mère qui en vient à tuer ses enfants, c'est tout sauf anodin et je pense qu'il en faut énormément pour arriver à commettre ce geste. On n'est pas sur une personne psychopathe qui pourrait représenter un danger réel pour la société. Lorraine avait besoin d'aide psychiatrique et sincèrement et personnellement, je me demande si la prison est vraiment l'endroit où elle va pouvoir réfléchir à ce qu'elle a fait et poser des mots sur ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Mais bon, dans tous les cas, j'espère sincèrement qu'en prison, eh bien, elle aura une grande aide psychiatrique et psychologique. Je vais terminer cette vidéo et la conclure sur une citation que Graham a dit en parlant de sa femme et qui pourrait refléter le genre de mère et de personne qu'elle était. Elle s'assurait toujours qu'il y avait des vêtements propres, de la nourriture à manger, elle veillait toujours à ce que les enfants soient là où ils devaient être. Elle n'était pas une mère attentionnée, les enfants me préféraient. Elle avait des difficultés avec sa maternité et je pense avoir compensé cela en donnant aux enfants tout ce dont ils avaient besoin sur le plan social. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle ne semblait pas penser qu'elle était une bonne mère. Et je l'ai toujours rassurée. C'était peut-être mon erreur. Je pense que cela fait partie de sa dépression avec laquelle elle lutte. Elle était un livre très fermé, surtout ces dernières semaines. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette histoire. Je vous demanderai d'être respectueux en commentaire. On peut se poser des questions, c'est normal, on peut essayer de vouloir répondre à ces questions, mais s'il vous plaît, en étant toujours respectueux, mais je sais que vous pouvez le faire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, si elle vous a ému. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et voilà, maintenant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!